Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 91 d'Akibapla Podcast et aujourd'hui, je vous emmène en voyage. Et oui, c'est bientôt les vacances d'été, alors ça m'a donné des envies d'ailleurs. Ce que vous allez entendre, c'est un témoignage exceptionnel d'une femme, Nina, qui a vécu plus de 4 ans en plein cœur de la forêt amazonienne en Guyane, le plus grand réservoir de biodiversité au monde. Dans cet épisode, elle nous raconte pourquoi elle est partie là-bas, ses émerveillements, ses challenges, ses découvertes, ce que ça a changé aussi pour elle dans son rapport à la nature et à la santé, et aussi ses meilleurs conseils pour bien s'acclimater sur place. Et pour votre confort, cet épisode a été découpé en 2 parties. Vous allez entendre aujourd'hui la première partie et la seconde partie sera disponible dans le podcast d'ici quelques semaines. Allez, on embarque tout de suite pour la forêt amazonienne. Bonjour Nina. Alors Nina, je suis ravie que tu aies accepté cette invitation dans le podcast parce que pour les personnes qui ne le savent pas, Nina c'est ma plus grande amie en fait que j'ai rencontrée en maternelle, donc ça fait 28 ans qu'on se connaît et voilà 28 ans qu'on vit plein d'aventures ensemble, on vous en parlera peut-être dans un autre épisode. J'ai un souvenir particulier qui me revient avant qu'on démarre vraiment cet épisode. Je sais pas si tu te rappelles Nina, c'est quand on était, au primaire je crois. J'avais un radiocassette de Barbie rose avec un petit micro et déjà à l'époque on enregistrait ensemble des petites émissions avec, les petites cassettes et on les écoutait et donc du coup, c'est un peu comme si la boucle était bouclée aujourd'hui et que, voilà on enregistre cet épisode qui pour le coup va être écouté par des gens, par des auditeurs, des auditrices, 28 ans plus tard, enfin 28 ans plus tard. En tout cas, très longtemps après. Donc voilà, merci beaucoup Nina déjà d'avoir accepté cette invitation et aujourd'hui, tu vas nous parler de la forêt amazonienne parce que tu as vécu plus de 4 ans dans la forêt amazonienne en Guyane alors que tu es originaire comme moi du sud de la France. Pourquoi tu as fait ce choix de partir là-bas et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais avant de partir? Pourquoi tu es partie là-bas? Et après on rentrera un peu plus dans le vif du sujet de ta vie sur place. Merci beaucoup, je suis trop honorée d'être là et moi aussi hier je me suis rappelé les radiocassettes, où on avait des invités imaginaires qui n'existaient pas. Donc je suis ravie pour toi que maintenant tu as plein d'invités qui existent. Avant la Guyane, j'ai toujours été passionnée de, comprendre la société et ce qui va pas en elle et vers quoi on pourrait aller de plus sain et enthousiasmant. Et du coup, j'étais en master, sur l'environnement, le développement durable, mais vraiment avec un angle, collapsologie. Donc étude des effondrements, déjà en cours et à venir, quoi. Et je me suis passionnée pour l'écoféminisme. Et via une copine de master, je m'étais beaucoup intéressée à l'Amazonie, au peuple amérindien et des spiritualités aussi de la terre, des choses comme ça. J'ai pas pu partir en Équateur parce que 2 semaines avant mon vol, il y a eu le Covid et le confinement. Et en fait, avec mon compagnon de l'époque, on avait des copains en commun que moi j'avais moins vus, mais dont un, Alexis, avec qui j'ai vécu de grandes aventures après en Guyane, qui venait de partir en Guyane pour faire professeur. Et en fait, j'étais en sortie d'études, sans travail, à me demander comment œuvrer dans l'écoféminisme, à être très en colère contre le capitalisme vert et à pas vouloir pas travailler pour des choses qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. Donc je me dépatouillais un peu dans tout ça. Et là, aussi des envies un peu de voyage. Et il y a Alexis qui nous dit que en fait, il manque énormément de profs en Guyane, qui cherchent plein de profs contractuels. Donc du coup, c'est comme ça que c'est un peu le hasard de la vie quoi qui est venu me chercher comme ça. Donc c'était aussi peut-être une façon de te rapprocher de la forêt amazonienne qui était ton but de départ pour quand tu souhaitais en tout cas partir en Équateur. Ce qui est super bizarre, c'est que oui,
ça fait sens de ouf, mais en fait, sur le coup, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vu et c'est seulement une fois vraiment stupide parce qu'en plus, comme je t'ai dit, j'en ai parlé dans mon mémoire quand même et tout et c'est seulement une fois sur place que je me suis dit: «Mais en fait, il y a l'Amazonie ici», tu vois? Alors justement, la forêt guyanaise, elle a un peu une réputation de voilà, d'avoir, beaucoup d'humidité, des serpents, des araignées, des insectes en tout genre et on en discutait, tout à l'heure hors antenne. Est-ce que quand tu es arrivée sur place, parce qu'en plus de ça, tu n'étais pas, à Cayenne dans la capitale, mais tu étais, comme tu disais, à Saint-Laurent-du-Maroni. Est-ce que pour toi, ça a été difficile de t'acclimater? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, voilà, de quoi se composait l'environnement pour des personnes qui ne sont jamais allées, dans cet endroit-là, par exemple? Bah, déjà, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des a priori sur la Guyane et moi, j'en avais pas du tout parce que je trouve qu'en fait, on entend malheureusement pas du tout parler de la Guyane en métropole et mais du coup, j'avais aucun, je sais pas, je savais pas, je pense que je savais pas trop où j'allais et j'avais aucun, à part oui, j'ai entendu peut-être qu'il fait chaud et qu'il fait humide, mais enfin, voilà, j'avais pas d'idée préconçue de quoi trouver sur place. Ça a d'abord été, je me rappelle la chaleur et l'humidité parce que du coup, je veux pas dire des bêtises, mais je crois que c'est 80 d'humidité. Il a une saison sèche qui est assez courte et après les saisons des pluies, donc une très grande saison des pluies et je me rappelle, manger le midi, c'était une épreuve. Je sais pas, même manger, c'était, je sais pas, ça s'abat sur toi et donc voilà. Mais en fait, tu te fais vite à l'humidité après et ton corps, il s'habitue. Plus tard, tu as habité, dans ce qu'on appelle un carbet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et l'environnement un peu dans lequel il se trouve? Ouais, alors les 2 premières années, j'ai plutôt vécu, j'appelle ça un petit bungalow, d'un monsieur qui avait avant, des gîtes, de tourisme et qui s'était mis à faire des locations, à partir du Covid. Mais que c'était quand même un peu la campagne parce que du coup, c'est un endroit où avant il y avait la forêt et du coup, je pense à la fin du XXe siècle sûrement, ça s'est fait un peu déforester parce qu'il y a eu des Hmongs, donc des gens qui venaient d'Asie, qui sont arrivés pour habiter à différents endroits de Guyane et voilà et je pense que c'est des réfugiés politiques. Hem, Parce qu'il y avait des guerres civiles dans leur pays, et qui se sont débrouillés, qui ont construit des villages et du coup, j'étais à 3 kilomètres de ce village. C'était un village Hmong, donc il y a pas que des Hmongs là-bas, mais c'est vraiment les Hmongs qui ont créé et qui sont, des grands agriculteurs. Je pense que c'est les plus grands agriculteurs de Guyane. Donc du coup, j'étais dans un endroit où, ancienne forêt, déforestée parce que, village et terrain agricole, mais il y avait quand même la forêt, juste en bas du terrain, donc du coup la jungle quoi, en bas où on habitait. Donc là déjà ça a été une première, découverte quoi, quand même voilà d'insectes et je pense ma première mygale, je l'ai vue là-bas en fermant un volet, donc j'ai eu très, très peur, ce soir-là, puis après je me suis habituée et après en effet, les 2 dernières années en Guyane, j'ai pu vivre en carbet et donc pour moi, c'était vraiment, je souhaite à tout le monde qui aime la nature de pouvoir, voilà, trouver des manières de vivre en carbet. Il fait trop ouais, c'est dommage qu'il y a l'hiver ici parce que ce serait vraiment mon rêve de vivre comme ça et en fait, de base, c'est des habitats traditionnels, guyanais, donc j'ai pas voyagé en Amérique du Sud, mais je suppose ça doit exister aussi ailleurs. C'est comme des maisons en bois, avec des piliers en bois, mais en général avec pas trop de murs ou pas de murs. Heu, donc voilà, un habitat en bois très, très ouvert et souvent pour, le tourisme, l'écotourisme là-bas, c'est aussi, si des gens viennent en Guyane, ça va beaucoup être du carbet aussi, pour ceux qui craignent pas la nature et où là, ça c'est ces mêmes espaces-là, mais au lieu que ce soit comme des maisons, c'est avec, voilà, des piliers, des crochets et comme ça fait des dortoirs et on peut dormir en hamac, quoi. Donc voilà, donc j'avais des murs, la deuxième maison que, pas jusqu'en haut, mais des murs, des planches de bois autour de ma chambre qui était à l'étage et autour de la douche et des toilettes et sinon, la grande pièce à vivre, salon, cuisine, ouais, il y avait pas de mur, c'était tout ouvert. Mais du coup, c'était génial, puis ça faisait vraiment puis là, c'était vraiment dans la forêt, dans un endroit où de l'extérieur, on dirait c'est vraiment que de la forêt, mais en fait, il y a plein de pistes et en fait, c'était quand même très, très habité. Donc il y avait les voisins pas loin, donc une présence humaine assez rassurante, mais en même temps, très peu déforesté, à part autour des habitations. Donc du coup, c'était vraiment, dans la jungle, ouais, avec les très grands arbres et les animaux. En Caraïbes, tu avais vraiment la présence des animaux. Régulièrement, tu avais les singes qui passaient, que ce soit à l'association où je travaillais ou au Carbet
où je vivais. Donc du coup, tu avais plein de singes différents. Tu peux les voir, voilà, sans bouger depuis chez toi. Enfin ça, voilà, ça c'était génial. Ça m'est arrivé plein de fois aussi, tu as les colibris qui traversent, voilà, le salon, plein de libellules. Moi, je sais que j'aimais trop. Il y avait des grenouilles, il y avait plein de grenouilles chez moi, mais des grenouilles qui avaient des yeux dorés, noirs. Enfin vraiment, voilà, des trucs qui t'émerveillent, beaucoup, beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a le plus, marqué ou interpellé, dans la forêt amazonienne? Est-ce que c'est la faune, la flore, un mix des 2? Tout, enfin franchement, c'était rien comme ce que je connaissais. J'étais déjà quelqu'un qui aimait beaucoup, les forêts, les rivières, la nature, en France et qui est très rapidement émerveillé par la nature. Hem Et là-bas, enfin, ouais, franchement, pour ceux qui aiment, enfin, je saurais même pas comment le mettre en mots parce que c'est vraiment comme si, pour moi, je débarquais dans une, ouais, la forêt, elle est magique, elle est énorme, il y a tout qui est gros, les feuilles, elles sont, immenses, les arbres, ils sont immenses, les troncs des arbres, ils ont des remparts, souvent, ils sont immenses aussi, il y a tout qui est plus gros, il y a tout qui est plus grand et en vrai, c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment compris, autre part que d'une manière, théorique. Bon, peut-être c'est perché pour des gens, mais qu'il y a vraiment, voilà, de la magie dans la nature et de la magie dans la forêt et que les plantes ont vraiment des esprits et les animaux aussi et tout et enfin, voilà. Ça faisait vraiment, voilà, très grand et très magique et très habité, et c'était assez impressionnant mais ouais, magnifique et du coup, je sais pas, moi, je sais tous les matins et tous les soirs, moi, c'était vraiment, la lumière de la forêt. Enfin, la lumière d'ailleurs à tous les mais il y avait quelque chose de magnifique avec la lumière et après, bah, la flore magnifique aussi. Après il y a pas tant de fleurs que ça, donc c'est beaucoup plus des arbres et des plantes. Mais trop, trop beau et des trucs un peu magiques quoi, parce que, par exemple, sur le chemin, de la piste de chez moi dans la forêt, j'ai découvert là-bas des fougères. Bon, on aurait dit un truc sorte de film quoi. Quand tu es pas habitué, ça fait des fougères qui avaient un peu bleu, mais du coup avec des reflets argentés. Tu as l'impression qu'elles ont été, enfin fabriquées. Enfin et après maintenant du coup depuis, quelques années je suis croyante donc du coup je mets aussi, un autre niveau d'émerveillement quand je vois ça et hem et aussi par exemple, je sais pas comment on les appelle, peut-être les sensitives, tu as des, hem alors désolée pour les connaisseurs ou, parce que souvent j'aurai pas les mots ou je vais pas me rappeler les bons termes, mais il y a des plantes où en fait si tu touches, sa feuille, elle se referme. Donc enfin voilà, plein de choses comme ça où tu as vraiment l'impression que, encore plus parce que je savais que les forêts étaient vivantes, mais là je l'ai vraiment, ressenti quoi et après les animaux, ben, c'est un peu paradoxal parce que tu sais que c'est les endroits du monde où il y a le plus de diversité, animale et végétale et que ça grouille de vie et en même temps, tu peux aller dans la forêt et voir rien, quoi. Et donc notamment, vu que en fait, la maison dans laquelle tu habitais, hein, si on peut appeler ça une maison, mais du coup le carbet, qui était ouvert en fait sur l'extérieur, donc il y avait, en permanence, bah, une relation entre l'extérieur et l'intérieur, et ta vie à l'intérieur et l'extérieur avec la forêt amazonienne et je me rappelle que tu m'avais déjà, parlé de ça, par exemple d'aller, aux toilettes et de se rendre compte qu'il y avait un serpent, directement, à côté des toilettes, quoi. Oui, alors après j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a des voisins qui avaient très, très souvent des serpents chez eux et en vrai j'ai eu beaucoup de chance parce du coup j'ai vécu 2 ans dans cette maison. En 2 ans dans ce carbet, j'ai vu que 2 serpents. Donc franchement mon ratio il était très, très bas. Ce qui est très bien parce que voilà, moi je sais pas en forêt, je sais comment réagir et pas les approcher et laisser faire leur vie et machin. Mais j'étais clairement pas préparée et en vrai, j'étais assez inconsciente parce que je pense que j'étais une des rares, voire la seule que je connaissais autour de moi, qui était assez, vraiment inconsciente pour ne même pas avoir de machette chez moi. Donc c'est quand même un peu la base, ne serait-ce que pour, franchement, j'étais une bolosse, hein. Ne serait-ce que pour couper, voilà, les branches de bananier, enfin les feuilles de bananier qui sont trop proches de chez toi. Enfin moi, j'ai découpé au couteau rond, tu vois? Enfin, vraiment des trucs où j'avais un ciseau qui marchait pas, enfin vraiment la galérienne. En fait, je pense que comme aussi je suis très, comment on dit? Je me blesse facilement, je suis maladroite et tout
Et donc je pense qu'autant j'avais vu que la machette normalement c'était un des outils indispensables, enfin indispensable en tout cas c'est en un extérieur ou qu'on va en forêt en Guyane. Moi je pense que étant donné ma facilité à me couper et me brûler avec des choses qui sont plutôt safe, je pense que j'avais aussi ce truc inconsciemment de avoir une machette chez moi. Peut-être que je vais me couper un membre, tu vois, donc vaut mieux pas que j'en ai. Et quand vraiment il y avait besoin, voilà, je pouvais aller demander au voisin très sympathique. Mais du coup, les 2 seules fois où ça m'est arrivé, la première fois, j'ai cru reconnaître, c'était un grage. Donc ça, c'est comme, c'est une sorte de alors pareil, hein, je sais pas les termes scientifiques, mais c'est une sorte de, je pense, de vipère dans le sens que, c'est un serpent venimeux qui est très courant là-bas. Et alors après, on entend des histoires. Alors du coup, moi, heureusement, ça m'est jamais arrivé de me faire piquer, mais voilà, t'entends, voilà, des si tu pris en charge à temps à l'hôpital, ça peut a priori, résorber le truc, mais t'entends des gens qui se font des qui ont ça nécrose en fait. Une amie d'une amie, qui disait qu'elle s'était fait, couper un bout du doigt pour pas que ça enfin bref. Donc t'as pas envie que ça te pique, quoi. Et je sais voilà, pareil, je me suis pas renseignée, mais on me dit que c'est assez territorial et que du coup, si tu le vois chez toi, ben, même si on n'est pas censé tuer les animaux et en plus, je sais pas celui-là, mais il y a plein d'animaux qui sont protégés, ben, c'est pas ouf si c'est chez toi. Et donc du coup, là, je me rappelle, c'était un matin avant d'aller au travail. Ça, c'était à la fin de ma première année, dans cette maison. Du coup, j'ouvre la porte de la salle de bain et au pied, enfin la porte, battant en bois, quoi. Et au pied et au pied de ça, je vois un petit grage qui dort, quoi, en boule. Donc il me semble que c'est ça. Mais en fait, c'était un matin où, moi, je suis facilement dépassée par la vie. Je venais de voir que j'avais des termites. Donc les termites, elles peuvent aussi, en plus, je louais le carbet. On s'engage à traiter régulièrement le truc pour le maintenir, en forme et voilà, pas le détruire, quoi, et pas l'abîmer. Donc je m'étais dit: «Ah là là, alors j'ai le produit chimique à passer pour les termites, machin». Je pense que j'étais, voilà, très rapidement dépassée par les choses de la vie. Et là, je vois le serpent, j'étais en mode: «Non, c'est pas possible». En plus, j'étais pressée pour aller au travail. Donc du coup, je fais un truc à ne pas faire quand le serpent est devant toi et dans ta maison. Je me suis dit: «Bah, je fais l'autruche». Du coup, c'est plus facile. Donc je suis partie au travail. Et le soir, heureusement, en rentrant, je croise, ma voisine et puis du coup, je lui parle que ce matin, et heureusement, je l'ai vu, quoi. Donc elle vient avec moi. Heureusement, il est encore en boule à la même place, donc il a pas bougé de la journée. Et donc là, on est allé voir mon proprio qui habitait encore, à côté à l'époque. Et du coup, bah, je crois qu'il est allé chercher une pelle et puis il a tué le serpent, quoi. Moi, c'était le summum du rêve, cette maison, mais tu avais quand même un truc de, voilà, faut regarder avec de la lumière, faire attention. Un soir, j'avais une mygale aussi sur les toilettes, enfin Les toilettes, the place to be, quoi. non, mais oui, c'était très habité, mais après t'apprends du coup, à cohabiter, avec les animaux. Alors il y en a, franchement, c'était en fait, le plus affreux, tu penserais pas, mais c'était les fourmis et les souris. Parce que j'avais par exemple, les araignées, j'avais peur des araignées avant de partir en Guyane, mais style, voilà, je criais pour des araignées de grenier, tu vois? Et en fait, là-bas, bon, j'ai quand même pas aimé les autres araignées, mais il y en a une qui s'appelle la matoutou. Grâce à une voisine, à ma première maison que j'aimais beaucoup, Laure, qui était, fan des animaux, elle m'a beaucoup, aidée à je sais pas comment on dit, ouais, à apprécier et à pas avoir peur je crois que c'est une mygale, pareil, je sais pas, en tout cas, ça ressemble à une grosse mygale, noire et on l'appelle la matoutou là-bas et en fait, au final, après, celle-là, celle avec qui je pouvais le mieux cohabiter et alors il y en avait certains, ça leur paraissait bizarre, mais du coup, je laissais, je voulais pas les déranger parce que je suis arrivée là, elles habitaient déjà là, mais du coup, j'avais, là où j'habitais des nids. Je sais pas, elles avaient tissé leur chambre, quoi. Puis elles dormaient aussi dans ma chambre. Mais en fait, elles sont pas venimeuses, on les laisse tranquilles, elles restent tranquilles, elles sont pas dérangeantes et au bout d'un moment, elles sont vraiment mignonnes et elles ont plein de poils noirs comme ça et le bout des pattes orange. Elles ont des reflets un peu jolis et tout. Enfin voilà, elles sont sympas. Donc ouais, il faut quand même, je pense, avoir l'esprit un peu bien accroché pour aller habiter, dans la forêt amazonienne par rapport à tout ce que tu dis, la cohabitation avec, les la flore, la faune locale, c'est quand même, assez impressionnant pour, des personnes qui habitent, en France métropolitaine et qui sont, allez, on va dire, un peu importunées par des moustiques et des guêpes l'été, mais ça reste tout, quoi. Donc je pense que quand même, bah, tu as dû faire preuve de pas mal de courage, je pense, pour, voilà, arriver à surmonter ça et tout, même si tu dis que
quand même, la nature, ça te plaît, et que voilà, tu es quand même à l'aise dans la nature. Mais quand même, je trouve que c'est assez impressionnant. Et tu as eu aussi des épisodes où, bah, tu as été, alors je sais pas comment tu vas nous expliquer ça, où tu as été encore plus en contact, avec des insectes, on va dire. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, alors non, ça en vrai, c'était affreux. J'ai eu on appelle ça des vers macaques là-bas. Heu, En gros, il faut vraiment pas avoir de chance parce que franchement, quand j'ai raconté ça à des collègues guyanais, enfin, quand j'étais au collège, ça m'est arrivé à la fin de ma période au collège. Ils avaient peut-être, plus 40 ans, 50 ans, voilà. Guyanais, ça leur était jamais arrivé de leur vie. Et d'un autre côté, il y en a à qui j'ai entendu des histoires où il y en a à qui ça arrive, en beaucoup plus grande quantité. Enfin donc, j'ai pas eu de chance. En même temps, ça aurait pu être pire, donc ça va. Mais oui, alors du coup, j'ai eu comme une larve qui a grossi sous ma peau. Et en fait, voilà, internet saura mieux vous dire que moi, mais dans les souvenirs que j'ai, il me semble que c'est des mouches, je crois, qui mettent leurs œufs, sur les moustiques. Et en fait, si un moustique te pique, bah, il peut malencontreusement, bah, t'insérer sous la peau cet œuf qui, en fait, devient comme, une larve, qui devient comme un asticot et quand elle grossit un peu, elle a le cul qui devient beaucoup plus gros que le reste du corps avec comme des poils qui font des petits pics noirs là. Et en fait, le truc qui est chiant, c'est que ça m'est arrivé, 2 fois en l'espace de 2 mois. Et là, vraiment, c'est tellement affreux que je m'étais dit franchement, par plein d'autres aspects, j'étais épuisée par la vie et tout. Et ça vraiment, ça m'avait vraiment usée psychologiquement et je m'étais dit alors qu'encore une fois, hein, j'ai eu qu'une fois une larve et une autre fois une autre larve. J'ai entendu des histoires où il y a des gens, ils vont peut-être avoir, 30, enfin, des trucs affreux à enlever, quoi. Et en plus, j'avais aussi eu un autre truc que je sais plus comment on appelle, mais qu'on chope dans le sable, où ça pond, sous ton ongle d'orteil, là. Donc ça, par contre, c'est facile à enlever. Une copine m'avait montré, tu mets une aiguille, tu pousses, tu se fais sortir, quoi. Enfin, mais bon, c'est des trucs vraiment il faut savoir aussi que j'avais la phobie avant des asticots, quoi. Donc vraiment, enfin, je pense qu'à part plein d'aspects, la Guyane, ça a été, la découverte de plein de choses et le dépassement de plein de choses. Ça a été vraiment une aventure, psychologique, émotionnelle et spirituelle. Par plein d'autres aspects aussi. Mais du coup, voilà, j'ai eu et je m'étais dit à ce moment-là, s'il y en a une troisième de manière trop rapprochée, vraiment, j'étais en mode on était vers la fin de l'année après, j'étais en mode: «Mais en fait, je pense que je quitte la Guyane». Et alors comment s'est passée, la cohabitation, si je peux dire comme ça, avec les communautés locales? Tu nous parlais tout à l'heure des Hmongs, mais il y a aussi d'autres communautés, locales sur place. Quel accueil, t'a été réservé? Est-ce que tu as pu, voilà, être en lien, avec, ces différentes communautés? Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bah, du coup, je peux parler que de mon expérience à moi, mais j'ai trouvé que les Guyanais étaient très, très, franchement, super sympas et très accueillants. Aussi, ce que je savais pas du tout, parce qu'encore une fois, quand on se renseigne pas et qu'on n'a aucune, connaissance depuis la métropole de là-bas, on se rend pas compte, mais c'est un territoire super diversifié. Et du coup, voilà, je pourrais même pas nommer, toutes les communautés qu'il y a là-bas parce que du coup, il y a des créoles, mais il y a pas que des créoles, guyanais. Je sais pas, je sais qu'il y avait à côté du village où j'étais, beaucoup de haïtiens. Il y a beaucoup d'antillais aussi, j'avais des collègues, de Martinique. Donc il y a aussi plein de créoles, même dans les langues, en fait, c'est très diversifié dans les cultures, dans les origines des gens, heu et du coup voilà, même dans les langues parlées, si je dis pas de bêtises, il y a 6 communautés, 6 peuples amérindiens. Donc historiquement, il y en avait beaucoup, beaucoup plus, mais du coup, les colons ont fait beaucoup de ravages, de génocides et donc il y a aussi toute cette histoire-là. Mais il y a aussi toute l'histoire, de l'esclavage dont de ce que j'ai compris, certains descendants après, donc certains créoles ont des origines, par là, mais aussi ce qu'on appelle les Bushinangés. Donc moi, c'est vrai que dans l'ouest de la Guyane, c'est plutôt une terre, heu, de communautés Bushinangés et donc là aussi dans les Bushinangés, il y a plusieurs communautés différentes, enfin et voilà et sans compter aussi plein de gens qui viennent d'autres endroits et plein de brésiliens, enfin, bien sûr aussi, il y a beaucoup de gens de métropole, enfin c'est vraiment, très, 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 très riche. L'accueil super bon, heu et après moi je pense aussi que j'aurais peut-être pu faire encore plus de liens,
mais j'ai un côté avec les gens que je connais pas où je peux être très très renfermée sur moi-même et très introvertie. Enfin, voilà. Et donc du coup, je pense que j'ai pas pu faire du lien à hauteur de peut-être voilà, ce que d'autres peuvent faire. Et du coup, heureusement que j'ai travaillé là-bas, parce qu'en tout cas pour moi, vu le profil que j'ai, où je peux être très à l'aise avec des gens parfois, mais avec les inconnus, c'est très compliqué. C'est vraiment le travail qui m'a permis aussi de rencontrer des Guyanais. Parce qu'après sinon aussi, en dehors du travail, j'ai l'impression, bon pareil, peut-être que c'est que mon vécu, mais que les gens restent beaucoup aussi dans leur communauté. Et donc du coup, de fait, souvent, ceux de métropole, vont souvent connecter avec des gens de métropole aussi. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, grâce au travail, voilà, j'ai pu rencontrer, dans les collègues, on avait des collègues guyanais. J'ai eu notamment, dans ma classe des AESH qui étaient, enfin des femmes dont le métier était AESH qui étaient vraiment extraordinaires. Pareil, d'origines différentes, et guyanaises. Après moi, c'est vraiment avec les enfants, du coup, que j'ai beaucoup, beaucoup connecté avec les enfants. J'ai eu l'impression de découvrir, mon fils spirituel là-bas qui s'appelle Abednego, qui lui est d'origine Djuka. Parce que du coup, j'étais dans un collège, dans un village de Hmong, mais avec la carte scolaire, il y avait plein de hameaux, qui étaient plutôt des enfants bushinangais autour. Et donc du coup, le collège, il y avait plutôt que des bushinangais. Et comme moi, en plus, j'avais très peu d'effectifs dans ma classe, je suivais que les enfants en situation de handicap. Peut-être que j'ai eu qu'une enfant qui était d'origine Hmong, et sinon, j'avais que des enfants bushinangais. Donc voilà. Et sinon, après ma dernière année, j'ai été animatrice nature dans une association dans la forêt où j'habitais. Et là, j'ai eu la chance de découvrir Amini. Alors pareil, j'ai une mauvaise mémoire, je vais pas dire de bêtises, mais lui, il était bushinangais et je pense Saramaka. Faudra que je lui redemande. Et voilà. Et vraiment, voilà. Amini, génial, quoi. Il m'a fait vraiment me sentir à l'aise dans l'association. Vraiment adorable, et en plus, lui, il connaissait, parce que du coup, il y a pas tous les Guyanais qui aiment la forêt ou qui connaissent la forêt. Ça aussi, c'est quelque chose que... Mais Amini, pour le coup, lui, c'était un grand connaisseur de la forêt, et je suis dégoûtée de pas... Il aurait fallu que je sorte l'enregistrer. Il faudrait d'ailleurs que je retourne peut-être là-bas, je t'emmène avec moi, parce que c'est un puits de connaissances, quoi. Et donc, il avait beaucoup de connaissances, voilà, sur toute la forêt. Vous venez d'écouter la première partie de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour écouter la deuxième partie du témoignage passionnant de Nina, qui a vécu plus de 4 ans dans la forêt amazonienne. En attendant, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode en solo. Prenez bien soin de vous. C'était Akiba Pla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.